Cet épisode est sponsorisé par NortonLifeLock. Bon, vous connaissez la tech, vous savez qu'il y a certaines bonnes pratiques à avoir pour rester sécurisé sur le net. On vous le dit tout le temps, utilisez un VPN, créez des mots de passe complexes, mettez votre antivirus à jour. Et on veut tous bien faire, mais la réalité c'est que ça part dans tous les sens et on n'a pas forcément le temps de tout gérer. Eh bien, Norton 360, c'est peut-être la solution que vous cherchiez. C'est une offre tout en un qui vous aide à sécuriser votre activité en ligne. Le service inclut les outils dont vous avez besoin, VPN sécurisé, gestionnaire de mots de passe, protection contre les virus, le phishing et d'autres menaces en ligne, et plus. Et il marche sur vos appareils Windows, Mac, iOS et Android. Pour vous faire une idée, rendez-vous sur fr.norton.com. L'offre est à partir de 29,99 € pour la première année. Offre soumise à condition, fr.norton.com. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast où on vous résume toute l'actu Internet, tech et gadgets. J'ai inversé un petit peu l'ordre des mots pour garder les choses fraîches et amusantes, n'est-ce pas ? Ça a fantastiquement bien marché. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui on va vous parler de Google qui fait des manigances dans l'affichage des pubs, de manigances de l'Arabie Saoudite envers le patron, non pas d'Amazon, mais que je dise pas de bêtises, c'est le Washington Post, je crois bien, qu'il possède. Notre bon Jeff Bezos, d'Apple qui se plie aux demandes du FBI, mais pas forcément comme on le pensait, et puis de plein d'autres petites choses. Et pour faire tout ça, j'ai la joie de recevoir Gaël, d'une part, Gaël Girardot. Comment ça va, Gaël ? Bonjour Patrick, écoute, très bien malgré toutes ces manigances dans le monde. Oui, il faut essayer de se concentrer sur ce qui va bien parfois plutôt que ce qui va pas bien, parce que sinon on n'arrive pas à continuer, n'est-ce pas ? Bon, en même temps là, c'est pas non plus la fin du monde, il y a des choses plus dramatiques qui se passent. Mais je crois que c'est la première fois que tu reviens depuis le Nouvel An, donc j'en profite pour te souhaiter une belle année. Tout à fait, meilleurs vœux aussi à toi aussi pour cette belle année qui démarre. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui n'était pas venu dans l'émission depuis son épisode spécial qu'il avait fait avec David cet été, où tu nous parlais de l'âme d'artiste des développeurs. C'est Christophe Kamikaze. Comment ça va, Christophe ? Ça va très bien, Patrick, et ça me fait plaisir que tu t'en rappelles de cette manière-là. Voilà. Ah, mais ça m'avait complètement... C'était une sorte de révélation sur la nature profonde des développeurs. Donc, si, je m'en souviens très très bien, évidemment. Tiens, d'ailleurs, il faut que je retrouve le numéro de l'épisode pour ceux qui seraient intéressés. On avait fait un épisode spécial, comme je le disais, sur les développeurs. C'était l'épisode 308. Et effectivement, la chose que j'en avais retenue, c'était que les développeurs sont des artistes comme les autres. C'est ça. C'est exactement ça, t'as tout compris. On va se lancer dans les sujets de l'émission, mais avant ça, je voudrais tout de même remercier Gazu, Émilien Nison, Davy, Andy Maessen, Xavier Poinbonnel, c'est comme ça que ça a été écrit, moi je respecte dans la lecture, Charlie Barbero, Smithen, Romain Bonvalet, Alfred Lamousse et Marc, vous l'avez compris, ce sont ceux des patriotes que je remercie aujourd'hui, ceux qui soutiennent l'émission financièrement, que je remercie du fond du cœur, que je sers avec des câlins affectueux et respectueux et auxquels j'envoie toutes les bises pour cette émission aujourd'hui. Donc merci à eux et merci à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission sur Patreon, patreon.com/rdvtech. Si vous appréciez l'émission, n'hésitez pas à le faire vous aussi. Et donc on commence avec Google qui fait des manigances, comme je le disais, qui fait des avancées, un pas en avant, un demi-pas en arrière ou un quart de pas en arrière. Pourquoi ? Pour vous faire cliquer de plus en plus sur les pubs qu'ils affichent dans les résultats de recherche. Alors, je dirais que c'est un petit peu, un petit peu facile de lire la chose et de se dire que c'est vraiment complètement maléfique et evil, contrairement à ce que voulait Google à sa création, ce qui se passe maintenant. Et puis il y a une petite explication qui rend pas les choses franchement meilleures, mais qui fait comprendre un petit peu. Alors de quoi il s'agit ? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un dark pattern ? Christophe, tu connais toi les dark patterns ? Oui. Oh oui, j'en connais plein. Il y a plusieurs degrés de dark. Hein. C'est comme les 50 nuances de gris. Il y a pareil. C'est alors tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais c'est des designs d'ergonomie qui vont inciter l'utilisateur à faire quelque chose sans que forcément il ait la volonté de le faire de lui-même en fait. Exactement. Quelque chose de plutôt insidieux, voilà.
C'est ça, c'est ça. C'est une manière de faire des placements de boutons ou un certain type de texte qui va, un agencement de l'interface utilisateur qui va faire que on va vous pousser délicatement dans une direction plutôt qu'une autre. Et en l'occurrence, ce qui se passe, allez, je vais arrêter de faire durer le suspense. Google a implémenté sur ses résultats de recherche sur desktop une technologie ou plutôt une présentation qui était déjà présente dans les résultats mobiles, et c'est là que les choses sont pas aussi choquantes qu'on pourrait le penser, parce que c'était déjà le cas sur mobile, mais ça surprend, ou c'est beaucoup plus frappant sur desktop, sur navigateur d'ordinateur de bureau, parce que la différence se sent beaucoup plus. Alors, qu'est-ce qu'ils ont changé ? Dans les résultats de recherche, vous le savez, il y a en haut des résultats, généralement 2 ou 3 résultats payés, des publicités dont les annonceurs payent Google pour vous les afficher en haut des résultats. Et en dessous, vous avez les résultats organiques qui sont les vrais résultats de la recherche. Au tout début, quand Google avait lancé son produit publicitaire sur ses recherches, les publicités apparaissaient avec un fond jaune hyper visible. Et c'était très très clair que c'était des pubs. Au cours des années, je ne sais plus exactement quand ils ont changé le fond jaune, c'était en 2013, ils ont supprimé le fond jaune et ils avaient une mention publicité qui était sous l'URL qui apparaissait sous le nom du site. Et pour les sites classiques, qui n'étaient pas des fonds des sites payés par la publicité pour être affichés, il y avait simplement l'URL du site. Donc, la différence était déjà relativement minime, elle n'était pas énorme, mais elle était quand même relativement claire. Là, ce qu'ils ont fait sur mobile, l'année dernière, en 2019, c'est qu'ils ont supprimé cette URL qui s'affichait en dessous du nom. Il faut avouer que aujourd'hui, l'URL n'est pas forcément hyper intéressante à avoir. La plupart des gens n'ont pas besoin de savoir de quelle adresse Internet il s'agit. Quand ils vont cliquer quelque part, ils ont besoin de savoir de quel site il s'agit avec le nom du site. L'URL, on n'en a pas forcément besoin, surtout qu'elle s'affiche quand on met la souris sur l'URL, sur le nom du lien. Sur le lien, ça va afficher l'URL. Sur mobile, les gens sont peut-être moins intéressés par le fait d'avoir ça. Donc, ils ont changé ça sur mobile, ils ont supprimé l'URL et donc, ils ont mis à gauche du nom du site une petite mention publicité qui était franchement relativement discrète, mais qui se voyait plus ou moins. Et pour les sites qui n'étaient pas des publicités, ils avaient la petite favicon. Vous savez, la petite icône qui apparaît dans l'onglet du site que vous regardez. Cette petite icône est incluse dans le nom du site, dans les résultats de recherche sur mobile. Donc, pour résumer, sur mobile depuis presque un an maintenant, quand on fait une recherche Google, il y a des publicités qui s'affichent en haut, avec à gauche de l'URL du site, en fait, qui est juste au-dessus du nom. Il y a, je me suis trompé, sur mobile, il y a l'URL toujours, il y a cette petite emplacement, cette petite icône qui dit ad, donc pub, et puis en dessous, il y a juste les favicons des sites. Sur la version bureau, après ce changement qu'ils ont fait il y a quelques jours, il y a 2 semaines au plus, une semaine même, eh bien, on ne voyait plus l'URL du tout. On voyait de la même manière l'URL et il y avait la petite mention ad et la favicon aussi, si c'était pas une pub. Et du coup, pour une raison qu'il est difficile de comprendre, peut-être parce que c'est plus petit au milieu de l'écran, la confusion était beaucoup plus grande. C'est-à-dire que on ne voyait pas aussi bien la différence entre la pub et les résultats de recherche que sur mobile. À mon sens, ça se voit un petit peu moins, ou peut-être qu'on a moins, on y accorde plus d'importance sur navigateur. Alors, je vais vous poser la question à tous les deux, peut-être en commençant par Gaël. Est-ce que vous trouvez que c'est vraiment un problème ? Et ensuite, pourquoi est-ce que Google continue à faire des changements dans ce sens ? Eux, ils disent on est en train de nettoyer le design de notre page de recherche pour que ça soit plus agréable à regarder.
Bon, je vous laisse, je te laisse Gaëlle nous dire ce que tu penses de cette explication. Écoute, moi je trouve que sur mobile, quand tu regardes ton écran, alors déjà on a la chance en français, le ad c'est annonce, donc ça se voit un petit peu plus que le petit ad quand tu es sur la version anglaise du moteur de recherche. Et tu as le petit favicon sur la partie mobile, donc ça se voit un peu plus sur mobile quand même quand tu as une annonce versus un résultat naturel. Et surtout, comme tu es sur un plus petit écran et qu'il n'y a que ça, honnêtement, je trouve que sur mobile, ça se voit encore. Mais ça se voit parce que ça a été aussi mon métier et que j'ai un petit peu... Tu fais un peu attention. Pour te parler même la manière avant avec le fond jaune derrière et tout, la plupart des gens ne connaissent même pas le concept en fait de publicité sur Google, et chez les jeunes encore moins, et même derrière quand il y avait le fond jaune, ils le voyaient même pas la différence. Donc là, c'est sûr et certain, c'est complètement un dark pattern. Je peux faire du mauvais esprit en disant que c'est très volontaire de la part de Google, et que c'est pas juste pour que ça soit plus joli et plus feng shui. Mais du coup, c'est intéressant ce que tu dis, c'est que même avec le fond jaune qui a quand même disparu en 2013, les gens ne se rendaient pas compte que c'était de la pub. Alors que, honnêtement, avec le fond jaune, c'était très clair. Il y avait le fond jaune, il y avait une mention pub qui était dessus. Je pense que c'était relativement clair à ce moment-là. Alors, en fait, je vais même te dire un truc. Quand j'y ai travaillé, parce qu'il y a eu des changements au moment aussi où j'y travaillais, et en 2013 quand le fond jaune a disparu, il faut savoir que pendant un moment donné le fond jaune faisait même plus cliquer. Ah oui. Et en fait, si tu veux, c'est le même concept. Pourquoi est-ce qu'ils font ces changements régulièrement? C'est pas si souvent que ça, mais ils le font de temps en temps. C'est comme dans un magasin. Tu sais, dans un magasin, tu as l'habitude d'aller dans les rayons et d'aller chercher tes yaourts au même endroit. Et puis à un moment donné, tes yaourts, ils changent de place. Eh bien, c'est exactement le même concept. C'est misleading, c'est pour que, ça y est, quand une fois que les gens ont compris que ça, c'était les annonces, on rechange, et parce que ça leur plaît pas, et donc du coup, on change pour que ça ramène de la nouveauté. Donc pour toi, c'est complètement volontaire, et c'est le but, effectivement, c'est comme, oui, la réorganisation d'un magasin, quoi. Je veux pas je veux pas avoir de problème derrière, mais ça y ressemble. D'accord. En effet. Christophe, toi, qui est dans le monde aussi du développement, qu'est-ce que tu en penses de tout ça ? Alors, je pense pas que Google soit une œuvre caritative, donc je pense qu'effectivement, s'ils font ça, c'est qu'ils ont un intérêt derrière, et pas juste de rendre le web plus joli. Alors, je tiens quand même à souligner. Il y a quand même, excuse-moi, il y a quand même un besoin pour un site web de mettre à jour son langage de design. Donc, parfois, il pourrait faire des changements de ce type, effectivement, pour avoir un design plus à jour. C'est pas toujours pour... tu vois, ça peut aussi être le cas, parfois, ça peut être ce but-là. Oui, non, mais tout à fait. C'est vrai que le fond jaune, c'était un petit peu daté, hein, on peut le dire, c'est d'une autre époque du web. Après, je regardais, du coup, je l'ai ouvert sur mobile, et il y a un peu plus d'infos quand même. On le voit mieux actuellement là dans l'état dans lequel c'est sur mobile, puisque tu as effectivement annonce, et tu as le petit i aussi en haut à droite qui te dit que pourquoi tu as vu cette annonce-là que tu n'as pas sur le web. Donc ils ont vraiment épuré le web, même plus que sur mobile, ce qui est assez marrant. Après, c'est vrai que c'est courant ces méthodes de retravail du design. Alors, dans quel but après derrière, ça c'est la vraie question qu'on peut se poser. Je sais pas si on aura la réponse interne, mais souvent ils font ce qu'on appelle du A/B testing, c'est-à-dire que tu vas faire 2 cas différents de design, tu vas balancer les deux sur ton environnement et tu vas voir lequel derrière fonctionne le mieux. Alors après, ça va dépendre de où c'est que tu mets l'indicateur de fonctionnement. Si c'est le taux de clic derrière, le taux de transformation du coup de l'annonce, ou est-ce que c'est juste l'aperçu des utilisateurs qui vont te dire je trouve ça plus joli, etc. Et je voulais élargir ça, me dire que en disant que c'est pas uniquement Google, on voit de plus en plus en fait de contenus de pub comme ça qui se font vraiment de plus en plus dans du contenu plus éditorial dans les sites, dans plein d'autres trucs qui sont au-delà de Google. Donc je pense que c'est pas uniquement une mouvance de Google, mais c'est plus significatif chez eux puisque c'est le plus gros de leur business model quand même. Oui, tu parles du native content quand quelqu'un en te le disant ou pas, mais ça peut arriver même que ça soit en le disant, va te parler d'un produit
mais de manière sans que ça soit genre maintenant c'est la coupure pub quoi. Exactement. Et ça peut arriver. Il y en a sur les sites web des contenus sponsorisés, il y en a sur YouTube. Je crois pas qu'il y en ait dans les podcasts. Les pubs, comme vous le savez ici, elles sont plutôt bien délimitées, mais je crois pas qu'il y en ait encore. Mais c'est pas par oui, c'est ça. Moi, je pense que ça va arriver aussi. Oui. D'ailleurs, là-dessus sont en train de se développer. Hein. Ouais, j'imagine aussi. Ouais. Mais à la limite, c'est ça qui me gêne le plus dans ce changement. La pub, on le sait. Je pense qu'on l'aime ou pas, c'est un fait avec lequel on doit composer. Mais ce qui est vraiment gênant pour moi, c'est quand on ne sait pas que c'est de la pub. C'est surtout ça qui je crois que il y a des gens qui aiment la pub, il y a des gens qui aiment pas la pub, mais tout le monde sera d'accord pour dire que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il faut qu'on sache que c'est de la pub. Et c'est ça qui est le plus gros problème dans ce changement chez Google. Et d'ailleurs, ils ont fait un petit peu machine arrière. Ils sont en train de composer maintenant avec l'agencement des favicons et tout ça, d'en supprimer à certains endroits. Ils sont en train de faire d'autres tests. Donc, ils ont un petit peu revenu en arrière, mais enfin, c'est un demi-pas en arrière pour 2 pas en avant, on va dire, je pense. Je pense qu'effectivement, tu as raison. C'est de dire, à un moment donné, on est quand même tous bien contents d'utiliser les moteurs de recherche gratuitement. Personne n'a envie de payer pour ça un abonnement en amont ou pas. On est bien content que finalement ce soit le B2B qui paye pour notre consommation B2C, si je peux me permettre. Donc qu'il y ait de la pub, on dit rien à la télé, ça fait des années qu'il y a de la pub. Dans les publicités, dans les journaux, il y a de la publicité. Mais effectivement, le point, c'est de savoir que c'est de la publicité, ce qui est différent et ce qui n'est pas forcément gênant. Mais c'est encore une fois la compréhension des choses et il faut que les gens soient capables de comprendre ce qu'est une annonce versus un référencement naturel. Ouais. On est d'accord. Bon, parlons un petit peu de l'homme le plus riche du monde, plus ou moins, hein, il doit être dans le top 3, il s'échange les places régulièrement, Jeff Bezos, qui s'est fait hacker potentiellement par le prince héritier de l'Arabie Saoudite. Je ne sais pas si c'est ça la traduction de Crown Prince, Mohammed Ben Salman, que je dise pas de bêtises sur le nom. C'est bien ça. Attends, oui, c'est ça, Bin Salman. Donc MBS, hein, en plus court pour les intimes. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Pourquoi est-ce que le prince de l'Arabie Saoudite va aller hacker Jeff Bezos, et il y a un fond tech quand même dans toute cette histoire, au-delà du hack lui-même. En fait, la chronologie de l'histoire, c'est que ces deux personnalités importantes du monde se connaissaient depuis 2018 et ils avaient échangé leur numéro de WhatsApp. C'est un petit peu quand tu rencontres quelqu'un, t'essayes de pécho en soirée, j'utilise des termes qui sont sans doute un petit peu datés, mais t'essayes de pécho le truc. Alors à mon époque, c'était t'essayais de choper, c'était même pas le 06, c'était le numéro de portable. Aujourd'hui, j'imagine que t'essayes d'avoir le WhatsApp, et donc là ils se sont échangé leur WhatsApp, ils ont échangé quelques messages, pas beaucoup, et puis à un moment en 2009 il y a eu les problèmes que l'on sait, sur lesquels je ne vais pas revenir, avec le meurtre de Jamal Khashoggi, qui est, selon toute vraisemblance, qui a été commandité par les plus hauts niveaux de l'État saoudien. Et il se trouve que Jeff Bezos n'est pas que le patron d'Amazon, mais aussi le propriétaire du Washington Post, journal bien connu, enfin journal de référence, et que Khashoggi travaillait pour le Washington Post. Et que, à côté de ça, Bezos était en train de vivre une affaire avec sa maîtresse extramaritale. C'est-à-dire qu'il était marié et il était en train de tromper sa femme. Donc, on se souvient qu'il y a à peu près un an, Bezos a annoncé son aventure. Il a annoncé qu'il allait divorcer. Ils ont d'ailleurs depuis fait leur divorce. C'était le divorce le plus cher de l'histoire du monde, sans doute, parce que Bezos est tellement riche. Et ça a été provoqué par des révélations sur cette aventure. J'oublie le terme français de
Ah, comment on appelle ça? C'est juste une aventure? Je ne sais plus si c'est mon français qui m'échappe ou si... C'est une aventure. Oui, bon, simplement une aventure, merci. Je ne sais pas, je croyais qu'il y avait un terme différent. Et donc, cette aventure a été révélée par un journal qui a eu des sources dont on ne sait pas trop qui. Selon certaines versions, c'était du frère de la dame avec laquelle Bezos avait son aventure, mais c'était un petit peu pas très clair et il semblait pendant un moment, et ce rapport un peu controversé semblerait confirmer la chose, que ça vient du téléphone de Bezos qui a été hacké, donc par les services de renseignement saoudiens. Le rapport est arrivé par une société qui a fait une recherche sur le téléphone, l'une des sociétés qui était commanditée par Bezos, mais beaucoup d'experts voient le rapport et y trouvent des étrangetés, on va dire. Pas forcément des choses qui permettent de dire à 100% que le rapport est faux, mais des choses qui permettent de le mettre en doute. L'un des éléments les plus forts qui permet de dire que le message de MBS est effectivement à l'origine du hack, c'est que il a envoyé donc un message à Jeff Bezos, après que Jeff Bezos ait coupé les ponts. Il a envoyé un message avec un lien, et ce lien aurait téléchargé le malware sur son téléphone, et la consommation du téléphone serait passée de quelques centaines de cas de kilo-octets à plusieurs mégas par heure ou par jour, et la consommation a augmenté de manière exponentielle jusqu'à consommer des gigas de consommation. Donc, c'était un téléphone qu'il n'utilisait pas beaucoup du tout, et là, tout est cool, il s'est mis à envoyer toutes les informations possibles quelque part, selon l'analyse de cette société, et c'est ce point, donc le lien entre l'envoi du message de MBS et l'augmentation de la consommation qui serait, selon eux, l'élément le plus important pour confirmer qu'il s'agirait d'un hack par MBS. Évidemment, pourquoi est-ce que les services secrets auraient utilisé la relation de MBS avec Bezos? C'est parce que c'est le genre de hack qui est difficile à implémenter si on ne cible pas très précisément, parce que Bezos, il ne va pas ouvrir un lien que n'importe qui lui envoie. Si c'est MBS, il ne va pas se dire il est en train d'essayer de me hacker. L'angle tech, c'est celui de un puissant de ce monde qui utilise une vulnérabilité d'un téléphone, c'était un Android si je ne m'abuse, pour essayer d'influencer les actions politiques. Parce que bien sûr, le but de ces révélations était de faire en sorte que le Washington Post, que Bezos dise au Washington Post d'arrêter de poursuivre cette histoire de meurtre de Jamal Khashoggi. Donc voilà, en gros, j'ai présenté tout ce qu'on sait, mais on n'est pas sûr de grand-chose en fait. Donc Christophe, toi tu connais un petit peu là encore le monde du développement, t'es peut-être pas au fait des mises à jour du téléphone de Bezos, mais qu'est-ce que tu penses de tout ça? C'est possible, c'est crédible? Là on sort un petit peu de notre zone de confort, on va dire. La politique internationale et les renseignements et l'espionnage, c'est pas forcément notre spécialité, mais bon, si quelqu'un voulait hacker le téléphone de Bezos, ça serait sans doute le meilleur moyen de s'y prendre, je pense. Oh ben clairement, je pense que c'est une porte d'entrée facile d'envoyer des messages. Et c'est pas nouveau, c'est-à-dire que le média, enfin le canal de diffusion change et il est plus moderne, mais c'était déjà le cas avant. T'envoyais des mails avec des pièces jointes frauduleuses, t'installes un malware et t'avais accès à ton ordinateur à distance, tu devenais un PC zombie, etc. Donc pour moi, c'est juste une modernisation de ces méthodes d'attaque existantes. Là où, du coup, c'est tout à fait plausible. Là où, c'est quand même, c'est pas risible, mais c'est vraiment dommage de la part de Jeff Bezos, c'est de mélanger un petit peu ces deux mondes-là, c'est-à-dire que son téléphone, qui est quand même une porte d'entrée sur sa vie privée, il a mélangé aussi des affaires business avec. Et ce problème-là, on va le retrouver sur d'autres des hommes d'affaires ou des politiciens internationaux qui vont avoir les mêmes problématiques. C'est-à-dire que tu vas retrouver des téléphones qui sont pas forcément bien sécurisés ou pas forcément utilisés avec des données suffisamment isolées qui vont mélanger du coup des affaires perso et pro et donner éventuellement des portes d'entrée comme ça sur des données qui ne devraient pas être accessibles. Donc il y a
Disons que là, je comprends la chose et on a vu beaucoup de titres effectivement sur les puissants de ce monde se font hacker comme des kidam. C'est une conclusion qui me paraît un petit peu compliqué parce que il va pas se dire, enfin c'est assez invraisemblable de se dire que le prince d'Arabie Saoudite va essayer de hacker ton téléphone. Donc ne pas cliquer sur le lien, c'est quand même un petit peu, c'est tant de paranoïa que là, enfin tu sors plus de ton bunker si tu réfléchis comme ça. Et en plus la question pro et perso, je sais pas quel était le téléphone qu'il utilisait. A priori, j'imagine qu'il en a plusieurs parce que la consommation de données était tellement faible que ça semblerait étrange que ce soit son téléphone principal qu'il utilisait pour ça. Mais ça serait a priori Est-ce que MBS, tu le mets sur ton téléphone pro ou ton téléphone perso ? Je sais pas, mais les deux seraient crédibles, tu vois. Même s'il fait attention à ça, il peut quand même tomber dans cette figure. Ouais, alors après, ça c'est son choix effectivement, mais ça reste du coup un problème côté Bezos, c'est-à-dire que c'est le choix, il a fait le choix de le mettre à cet endroit-là. Donc c'est encore une fois le problème, il est aussi on le dit souvent, entre la chaise et le clavier. Donc là, il a fait des choix qui. Ouais, mais excuse-moi, j'insiste parce que s'il avait mis le contact de MBS sur son téléphone perso, donc là c'est le téléphone perso a priori. Du coup, ça veut dire qu'il a eu toutes ses données perso qui ont été siphonnées, et ça semble être le cas. S'il l'avait mis sur son téléphone pro, c'est encore pire. Donc, je ne sais pas quelle aurait été la bonne solution, là. Ça aurait été de ne pas cliquer, mais comment savoir que MBS va essayer de te hacker ? Là, ce que j'essaye de dire, c'est que, à moins de vivre dans un bunker, tu ne peux pas l'éviter, ce hack. Tu peux pas éviter le hack. Par contre, tu peux avoir une maîtrise. Enfin, tu peux maîtriser sur quelles données il va pouvoir agir derrière. Après, le personnage là, MBS, quand tu regardes un peu, si tu vois un petit peu ce qu'il a déjà fait autour, tu peux te douter que c'est pas quelqu'un que tu vas à qui tu vas faire forcément confiance dans l'absolu. Donc il y a peut-être plusieurs niveaux de granularité dans lesquels tu vas lui ouvrir des accès ou des portes éventuelles sur le moyen de te contacter. Surtout vu les affaires qui se passent avec Khashoggi et ce dans quoi il était impliqué lui-même avec le Washington Post, peut-être qu'on pourrait dire qu'il n'a pas été très, très prudent, mais bon, je sais pas, je me retourne vers Gaël. Là, je parle avec Christophe, qui est un expert et un maniaque de la sécurité, clairement. Gaël, quand on est des gens normaux, on va quand même pas... Désolé Christophe, hein, je te caractérise de manière un petit peu catégorique, mais quand on est des gens normaux, on va pas se méfier à ce point, non ? Oui, mais là on parle de Jeff Bezos n'est pas quelqu'un de normal dans le sens où il représente quand même sa société, son cloud. Si tu peux hacker Jeff Bezos, est-ce que je peux hacker le cloud d'Amazon ? C'est un message en termes de communication qui pour moi est hyper fort. Donc effectivement, un Jeff Bezos se doit d'être paranoïaque par essence, qu'il utilise, parce que moi de ce que j'ai compris dans les articles, il disait que la faille venait de WhatsApp. C'était notamment une faille de WhatsApp. Donc se dire qu'il utilise, il est censé être quand même au top de ces informations-là, ou en tout cas son staff de sécurité est quand même censé être au top de ces informations-là. On peut pas dire qu'il connaît pas la tech, on va dire. C'est pas un kidam. Qu'il échange et qu'il ouvre, que ça soit pas surtout avec MBS, effectivement, comme le disait Christophe, on n'est pas sur des enfants de cœur non plus. On sait que on parle de gouvernement, donc je parle pas de la personne en tant que telle, mais un gouvernement, tu as peut-être même un téléphone spécifique pour ces gens-là. Quand tu avec un gouvernement, ça doit être ni dans ta vie perso, ni dans ta vie pro. C'est encore autre chose. Mais merci. D'accord. Tu vois, j'ai essayé de couper court avec la conversation avec Christophe pour obtenir du soutien de Gaël et décidément, je suis bien isolé. J'en conclus que forcément, vous avez tous les deux tort. C'est la seule conclusion possible. Bon. Je comprends effectivement, je pense que oui, il y a une certaine logique à ce que vous dites, mais non. J'allais dire si, je sais pas moi, Jérôme m'envoie un message sur WhatsApp, même s'il y a eu si on s'est engueulé, s'il y a eu des carabistouilles entre nous, je vais quand même voir ce qu'il m'envoie. Encore que si c'est un lien vers un truc bizarre, peut-être qu'il faudrait que je fasse attention.
Bon. Alors, c'est pas du tout le genre de Jérôme. Média, on parle de meurtre, crime au milieu. Enfin, tu vois, on n'est pas sur juste une simple engueulade entre. Tu peux me permettre. Hein. Donc la question c'est si Je jamais, Mais si Jérôme se retrouve impliqué dans le meurtre d'une figure politique internationale, est-ce que je dois encore envoyer les liens vers les mèmes qu'il m'envoie ? Ah, la question se pose effectivement. Ça dépend, si tu as des choses à cacher. Oui, c'est ça. Non, mais moi, je vis ma vie en public, je n'ai rien à cacher, ou presque. Bon, d'accord. Bah, écoutez, la chose qu'il faut rappeler tout de même, c'est qu'au moins dans tout ça... Cette histoire, c'est qu'il ne faut pas tromper sa femme, c'est tout. Ouais. C'est ce que je retiens. Je pense que c'est sans doute l'une des leçons à retenir. Ce qui était, on le rappelle, l'année dernière, on en avait parlé, mais... Jeff Bezos avait quand même pris, je pense, la bonne décision et ne s'était pas laissé mener dans cette histoire et avait lui-même révélé toute la chose pour dire vous pouvez pas me faire chanter, je vais révéler tout ça et je vais tout dévoiler au grand jour. Donc au moins, je dirais que sur ce point, il a, je pense, bien réagi. Mais parce que je comprends avec toi. Ouais. S'il avait, s'il avait cédé au chantage et empêché le Washington Post de faire son travail de journaliste, journalistique à ce niveau, ça aurait été bien sûr beaucoup plus grave. Un dernier sujet avant de faire une petite pause. On a des sources selon lesquelles Apple aurait planifié il y a 2 ans de chiffrer toutes les archives iCloud de vos téléphones, parce que ce qui est sur votre téléphone aujourd'hui est entièrement chiffré, mais ce qui est archivé régulièrement sur iCloud, c'est-à-dire les sauvegardes de votre téléphone, elles ne sont pas archivées. Et la décision de ne pas le chiffrer, ne sont pas archivés, je voulais dire ne sont pas chiffrés. La décision de ne pas chiffrer ça, alors que les plans avaient été établis, viendrait du fait que le FBI se plaint, vous vous en souvenez, du fait qu'il est difficile d'avoir les données des téléphones, notamment iOS, mais également Android, mais en l'occurrence on parle d'iOS. Et donc ils se sont dit, on va faire un truc à mi-chemin, on va chiffrer ce qu'il y a sur le téléphone, mais on va pas en plus chiffrer les archives qui sont sur notre cloud. Alors, c'est intéressant parce que ça vient, vous vous en souvenez, on en parlait la semaine dernière, ça vient au moment où le FBI se plaint qu'il ne peut pas déverrouiller des iPhones dans le cadre d'enquêtes criminelles. C'est intéressant parce que l'information qui est, entre guillemets, vous m'entendez faire les guillemets à la main, leaké de chez Apple, ça les arrange quand même bien de dire non, mais si, vous voyez qu'on aide le FBI par certains biais. On peut désactiver les archivages sur iCloud, sur l'iPhone, donc ça veut dire qu'à ce moment, on est quand même plus sécurisé au niveau vie privée, mais la plupart des gens les laissent activer parce que bien sûr, c'est très pratique pour changer de téléphone, pour passer d'un téléphone à l'autre, on retélécharge tout du web, tout le monde le fait régulièrement. Et en plus de ça, l'une des raisons qu'ils invoquent du côté de chez Apple, c'est que si les gens ont perdu leur mot de passe, si les archives sont chiffrées, ils n'ont aucun moyen de récupérer leurs données, alors que là, comme elles ne sont pas chiffrées de bout en bout, ils peuvent aider les gens à récupérer leurs données, même s'ils ont oublié les mots de passe, etc. etc. Donc, bon, voilà, là encore, les doutes persistent, les doutes subsistent sur les motivations. Est-ce qu'on voudrait que Apple chiffre également les archives iCloud ou est-ce que c'est un compromis raisonnable ? Là encore, je me tourne vers le développeur, Christophe. Alors moi, je suis surpris que ce soit pas déjà le cas en fait. Évidemment, à partir du moment où tu sauvegardes toutes tes données et que tu les envoies à l'extérieur, d'un point de vue sécurité, tu t'attends à ce qu'elles soient chiffrées pour que la personne qui va les héberger n'ait pas accès en lecture. Enfin, la personne directement ou indirectement en fait puisse avoir accès à ces données-là. Donc c'est plutôt surprenant de la part d'Apple de ne pas l'avoir déjà fait, d'autant plus la politique et la communication qu'ils font sur le respect de la vie privée, le chiffrement, le fait qu'ils ne communiquent pas ces infos. Donc moi je penche pas vraiment pour le fait qu'Apple soit contraint par l'extérieur, pour pas dire le FBI, sur le fait de ne pas les chiffrer sur iCloud. Je pencherais plutôt pour une problématique technique chez eux, dans le sens où même si le chiffrement actuellement c'est pas quelque chose qui est forcément coûteux
peu compliqué à mettre en place. C'est tous les autres services qui gravitent autour qui pourraient du coup être pénalisés par le non-accès à ces données-là. Donc ça serait plutôt une dégradation d'autres services qu'Apple fournirait à là, côté. on parle uniquement des archives iCloud, des archives de téléphone. Donc c'est pas. Oui, bien sûr. Ouais. Et ça, tu penses que ça pourrait affecter d'autres services ? Bah, tu l'as dit toi-même, c'est-à-dire que ça dégrade le service de récupération de tes données si jamais tu perds ta clé de chiffrement. Donc ça, c'est une des possibilités tu dégrades quelque part l'offre de service. D'accord. Donc tu penses que c'est légitime cette explication qu'il donne ? Tu penses qu'elle est vraiment... c'est pas une excuse bidon qu'il donne pour pouvoir plaire au FBI en ne chiffrant pas les trucs ? Tu sais, je pense que vraiment, le nombre de fois... Et alors, pose-toi la question, combien de fois as-tu été sur un site web en voulant te connecter, en te disant, je me rappelle plus du mot de passe, tu cliques sur « j'ai oublié mon mot de passe ». Alors, tu fais ça sur ton iPhone, là, dans un chiffrement comme ça, tu n'as pas de possibilité de le récupérer. C'est-à-dire que tu l'as perdu, tu as perdu toutes tes données. Donc il faut plein de placards de confirmation pour dire t'es sûr d'avoir bien enregistré le mot de passe, regarder ta clé quelque part ailleurs, tout ça. Et vu la population d'utilisateurs qui sont derrière les iPhones, je suis pas convaincu que tout le monde soit aussi rigoureux qu'on peut l'être pour le stockage d'un mot de passe sans rappeler. Disons qu'il pourrait le proposer en option. Gaël, toi, si tu avais l'option de chiffrer tes archives iCloud, est-ce que tu le ferais ou est-ce que tu aurais peur de tout perdre du coup ? Non, je pense que je le ferais. Du coup, je pose la question parce que je ne sais pas si c'est possible ou pas, mais avec les authentificateurs, les générateurs de code aléatoires qu'on peut avoir parfois en double sécurité, c'est pas des choses qui pourraient répondre à cette problématique de j'ai perdu mon mot de passe Pas vraiment, non. Si les données sont chiffrées dans les archives et qu'elles sont vraiment chiffrées comme il faut et verrouillées, et on peut plus les récupérer sans le mot de passe. Ça, c'est certain. Mais d'où le fait de ne pas avoir un mot de passe en fixe, mais avoir non, enfin, à moins que je me trompe, mais Christophe, tu me confirmes que si on a effectivement un chiffrement qui est bien fait et qu'on perd notre mot de passe, il n'y a pas de moyen de le chiffrer avec un générateur de mot de passe de double authentification ou un truc comme ça. Je crois pas que ça existe, où on va utiliser la clé générée aléatoirement pour déchiffrer le truc et que le code soit interprété par la donnée chiffrée. Ça, je pense pas que ça soit possible. Alors, je pense pas que ce soit possible. De ce que j'en connais des mécanismes de chiffrement, forcément, tu possèdes toi le secret qui permet de déchiffrer ce qu'il y a en face. Donc, la personne qui va héberger ta donnée chiffrée n'a aucun moyen de te fournir le moyen de le déchiffrer. C'est-à-dire que dans cette configuration, ce dont tu parles, Gaël, l'équivalent de la perte du mot de passe serait la perte du générateur de ce code dont tu parles. Et j'allais y venir. C'est exactement ça. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu perds ton authenticator sur ton téléphone, tu perds l'authentification multiple facteurs qui est associée avec ça. Ça m'est arrivé quand j'ai dû changer de téléphone et du coup j'ai perdu justement ces clés d'authentification. Alors par chance, les sites sur lesquels tu t'authentifies comme ça ont des mécanismes sécurisés qui permettent de changer d'authenticateur. Mais là, sur un chiffrement comme ça, tu ne peux pas le faire. Donc, ouais, moi je crois que s'il y avait une option pour pouvoir le faire avec 60 cases à cocher, vous avez bien compris que si vous perdez votre mot de passe, vous n'avez plus accès à rien. Je pense que ça aurait été un truc qu'ils n'activeraient pas par défaut et qu'ils auraient pu proposer aux utilisateurs, mais ils ont choisi de ne pas le faire. Peut-être pour s'assurer que le problème ne se pose pas, mais peut-être aussi pour plaire au FBI. Je ne crois pas qu'on puisse avoir la réponse, mais Gaël, si tu devais deviner, c'est pour plaire aux utilisateurs ou pour plaire au FBI ? C'est compliqué, effectivement. Je pense que je vais faire une réponse de Normand, c'est pour plaire aux deux. Ouais, ça arrange bien tout le monde, quoi. C'est possible. Bon, en tout cas, voilà. Maintenant, vous savez, les archives iCloud de vos téléphones ne sont pas chiffrées et ne sont pas possibles à être chiffrées. Donc, si vous voulez protéger votre vie privée comme devrait le faire Jeff Bezos en vivant dans un bunker, n'activez pas les archives iCloud et surtout, ne perdez pas votre téléphone parce que si c'est le cas, vous avez tout perdu. Et je peux comprendre qu'on ne veuille pas aller aussi loin. Non, mais ça, c'est un principe de base. Hein. Si tu veux être sûr que ça ne sorte pas, ne le mets pas, ne le transforme pas en numérique. C'est... Quoi qu'il arrive. Ouais. Bon, disons que si tu... Oui, c'est ça, ne le transforme pas, ne l'envoie nulle part, quoi. Exactement.
Bon, on fait une petite pause pour vous rappeler que cette émission, vous pouvez la soutenir sur Patreon, patreon.com/rdvtech. Et c'est une émission qui existe grâce à ces patriotes. C'est un principe de financement qui est hybride. Il y a la pub qui représente une petite partie des revenus d'une part, et le Patreon qui représente l'essentiel des revenus par ailleurs. Et soyez bien assurés que si le Patreon s'arrêtait, enfin, si le Patreon n'était pas là, si les patriotes n'étaient pas là, l'émission n'existerait pas. Donc, je veux remercier du fond du cœur, comme toujours, tous ceux qui choisissent de soutenir. Et si vous écoutez l'émission depuis quelques mois, depuis quelques années peut-être, et que vous l'appréciez, vous pourriez peut-être, vous aussi, choisir de soutenir sur Patreon, non seulement parce que ça permet de faire vivre l'émission, mais en plus, vous avez des bonus bien sympathiques, comme les épisodes sans pub et sans promo. Cette promo, par exemple, vous ne l'entendriez pas, vous auriez que de la tech tout le temps. Et vous auriez accès à des contenus bonus. Si vous choisissez le niveau $2, vous pouvez en plus accéder au Slack, qui est la communauté la plus cool de l'Internet, la plus sympathique. Vraiment, le Slack, c'est une oasis sur Internet, avec les auditeurs, les patriotes du Rendez-vous Tech et du Rendez-vous Jeu qui se rejoignent, qui discutent de plein de trucs. C'est vraiment un truc super sympa. Et il y a plein d'autres petits bonus comme ça. Donc, si vous appréciez l'émission, si elle vous fait passer un bon moment, si elle vous informe, patreon.com/rdvtech, c'est peut-être une chose qui pourrait vous intéresser. Merci à vous tous. Alors, on continue avec un petit coin Apple, allez. Quelques news comme ça en rafale. Le nouvel iPhone bon marché, entre guillemets, ça serait une sorte d'iPhone 8 avec un écran 4,7 pouces, donc un petit peu plus petit que d'habitude, que ce au quoi on est habitué. Il pourrait arriver dès le mois de mars à l'occasion d'une conférence dans laquelle Apple annoncerait ça et peut-être quelques téléphones, quelques ordinateurs, des MacBook Pro 13 pouces, etc. Il y a également une étude qui a montré que depuis que iOS 13 a réduit ou commence à prévenir les utilisateurs des apps qui utilisent leur localisation, eh bien les marketeurs ont pu récupérer 68% de moins d'informations de localisation en tâches de fond et 24% de moins en tâches actives, ce qui est quand même absolument phénoménal. Alors, ça fait toujours quand même beaucoup de données récupérées, même avec 68% de moins en tâches de fond, mais au moins maintenant, les gens savent et acceptent de donner leur localisation. Encore une rumeur, iOS 14 pourrait être installé sur tous les appareils qui sont compatibles aujourd'hui avec iOS 13, ce qui veut dire que ça serait peut-être une mise à jour d'optimisation, que ça confirmerait le rythme, mise à jour avec plus de fonctionnalités, mise à jour avec un focus sur l'optimisation, une année sur deux. Et enfin, dernière petite news Apple, ça fait 10 ans que l'iPad a été lancé. On a eu des réflexions ici et là par différentes personnes. Ce qui est le plus intéressant, c'est à mon sens celle de John Gruber qui constate que l'iPad n'a pas été révolutionnaire. Alors lui, il donne différentes explications, mais effectivement, l'iPad est devenu un produit d'une catégorie autre qui est intéressant et très certainement très utile à de nombreux utilisateurs. Moi, j'adore le mien et j'utilise tout le temps, mais clairement, ça n'a pas révolutionné l'industrie de la tech de la même manière que le mobile l'a fait. Le mobile a révolutionné le mobile et beaucoup même le desktop, mais l'iPad, lui, n'a pas trouvé une place aussi importante ou même avec un tiers ou un quart de l'importance, même s'il a sa place quand même, on va dire, au même titre que, peut-être un petit peu plus, mais on peut le mettre dans la même catégorie que la technologie portée, les Apple Watch, les trucs comme ça. Mais voilà, 10 ans après, il est sympa, mais bon, c'est pas la révolution. Plein de petites news Apple, donc, des trucs qui vous intéressent. Gaël, je sais pas si toi, tu vas vouloir changer enfin ton téléphone. Ça y est, c'est enfin là que je vais le changer. Mon SE va passer en SE2. Exactement, je suis ravie. Juste avant le mois de mon anniversaire, ça sera parfait. D'accord. Bon, bah écoute, il arrive d'ici 1 mois et demi a priori. Je sais pas s'il y a d'autres choses qui vous intéressent sur l'iPad ou...
Ouais, j'ai deux trucs que j'ai notés. Il y a la partie géoloc en tâche de fond. C'est un truc que je vois moi du côté Android. Je suis plutôt du monde Android, mais on a eu les mêmes choses avec Android 10 qui est arrivé. On a les notifs qui te disent des applications utilisent ta géoloc en tâche de fond. Tu peux choisir de l'activer, désactiver. Enfin, idem qu'iOS. Et effectivement, en tant qu'utilisateur, tu t'es surpris et tu vas éteindre plein de fois la géoloc pour des applications dont tu n'as pas besoin, ou tu vas le mettre que à la demande si vraiment tu ouvres l'application et qu'il en a besoin. Donc je pense qu'effectivement une prise de conscience de ça, et c'est quelque chose qui est très très bien pour tes données, la sécurisation de tes données, ta vie privée, etc. Un autre truc que je voulais souligner, c'était le iOS 14 idem que tous les devices qui ont déjà iOS 13. Ça, c'est pour moi le signe de deux choses, c'est qu'on a atteint des performances hardware qui maintenant permettent du coup de durer plus longtemps tout en rajoutant des nouvelles fonctions au niveau du système d'exploitation, alors qu'avant on était plutôt sur courir au hardware pour avoir des paires suffisantes pour rajouter de nouvelles fonctions ou de nouvelles améliorations, des graphismes plus jolis, etc. Donc là, on est plutôt sur la maturité à la fois hardware et software, et on est vraiment sur de l'affinage, on va dire, et plus vraiment de grosses révolutions sur ces appareils-là. C'est vrai qu'on se rend compte, tout le monde, enfin on en parle régulièrement, les téléphones sont moins attrayants parce qu'il y a moins d'évolution. Moi-même, c'est la première fois que j'ai gardé mon téléphone. J'avais acheté un iPhone 10 il y a 2 ans de ça, donc là je vais attendre l'annonce des nouveaux et voir si je vais en changer. J'imagine que bon, quand même, l'attrait de la nouveauté symbolique va me faire du pied, mais c'est la première fois que je laisse passer 2 générations. La seule amélioration notable, c'est celle de l'appareil photo, qui compte pour certains, mais je crois qu'il y en a très peu d'autres qui ont été vraiment intéressantes, que ça soit sur iOS ou sur Android. Donc oui, on est vraiment dans un secteur qui ronronne, ça c'est assez clair. À part 2-3 fonctions exotiques sur différents téléphones, c'est vrai que là, je pense que le seul cheval de bataille qui mène tous en ce moment, c'est vraiment la photo et vidéo. Hein, mais c'est vraiment ces 2 trucs-là où ils vont chercher à se différencier. Pour le reste... Ouais, on est d'accord. Le gouvernement anglais a pris une décision intéressante, une proposition intéressante sur l'Internet des objets. Il propose que les sociétés doivent dire aux utilisateurs combien de temps ils peuvent s'attendre à avoir des mises à jour de sécurité spécifiquement, pour les appareils qu'ils utilisent. Et ça me paraît être une excellente idée. C'est marrant parce qu'avant de voir cet article, j'en parlais sur This Week in Tech, où j'étais ce dimanche. Je crois qu'il serait assez intéressant d'avoir un nouvel indice, ou plutôt une nouvelle information que les constructeurs doivent donner. C'est, en plus de la consommation électrique qu'on a sur de nombreux appareils d'électroménager, en plus de l'indice de réparabilité dont on parle depuis quelque temps, en particulier en France, je crois que la durée de support serait une donnée hyper intéressante et hyper importante à avoir pour pouvoir mettre cet aspect essentiel de la technologie en concurrence entre les différents constructeurs. Si chaque constructeur nous disait, on va dire, sur les appareils de l'Internet des objets, effectivement, c'est important, mais pourquoi pas aussi les téléphones, les ordinateurs et tous les enceintes connectées, tous ces appareils-là, on devrait avoir clairement sur la boîte, quand on l'achète, une indication de vous pouvez avoir une mise à jour de sécurité les mises à jour de sécurité pendant 3, 5, 6 ans, ce que c'est. Et je suis convaincu que ça pousserait les constructeurs à garder des mises à jour de sécurité de plus en plus. Parce que si tu vois sur la boîte, celui-là, il tient à jour le truc pendant 3 ans et celui-là pendant 5, ça joue quand même. C'est un critère d'achat. Voilà, c'est un des critères d'achat, oui. Mais actuellement, tu l'as... Pardon, vas-y. Non, vas-y. Tu l'as actuellement cette info, mais elle n'est pas affichée. En fait, c'est plus des on-dit où tu vas le partager, tu vas recommander plutôt une marque ou un autre parce que tu sais que ça va durer plus longtemps, et parce qu'il y a une politique comme ça, mais c'est pas vraiment clairement affiché. Après, je fais le parallèle avec le support d'un point de vue logiciel ou d'un point de vue entreprise, c'est-à-dire que ce business-là, enfin ce besoin-là, il est actuellement plutôt couvert du côté entreprise où ils vont vraiment regarder ça. Combien de temps ça va être supporté, combien de temps on va pouvoir mettre des mises à jour, notamment de sécurité, et ça serait d'autant
d'autant plus intéressant que ça arrive sur le grand public, évidemment, et il est sensibilisé par rapport à ça, et pour des enjeux de sécurité notamment. On l'a vu sur les caméras IP, toutes les marques chinoises qui avaient vendu des caméras IP sur la même base, qui n'ont pas été supportées avec tous les leaks, enfin tous les hacks qui ont été derrière ouverts sur ces caméras-là, c'est dingue. Donc je pense que la sensibilisation est très importante, et c'est un moyen d'arriver à communiquer auprès du grand public. Je me demande en fait comment on n'y a pas pensé avant. C'est une idée que j'ai jamais vue passer. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va m'envoyer un mail en me disant « Ah, mais si, un tel avait dit, ou moi je le dis depuis des années ». Certainement, mais c'est une idée qui n'a pas fait son chemin dans la sphère tech. Alors que quand on y pense, c'est tellement évident, il faudrait avoir nombre d'années de soutien, de support, au moins sécurité, pas les mises à jour super importantes, mais au moins, de nouvelles fonctionnalités, mais au moins les mises à jour de sécurité. Il faudrait qu'on puisse le savoir au moment de l'achat. Et si c'est 2 ans, eh ben on fait son achat en toute connaissance de cause. Et si c'est 5 ans ou 6 ans ou 10 ans, eh ben voilà, on le sait également. Moi, je suis surpris qu'il n'y ait pas une marque qui ait décidé de faire de cette communication son cheval de bataille. Parce qu'en fait, là, c'est le gouvernement UK anglais qui pousse ça, mais il n'y a pas de marque qui s'est dit on va le faire de nous-mêmes. Oui, surprenant. Et dans le domaine d'ailleurs, a priori, dans le domaine des téléphones mobiles, je crois que c'est Apple qui a la durée de soutien la plus longue, avec 5 ans environ. La plupart des autres constructeurs, on est autour de 2-3 ans, quelque chose comme ça. Et encore, 2-3 ans, c'est pas si mal, quoi. Je pense qu'il faut aussi que ça vienne du consommateur, et le problème c'est que le consommateur n'est pas au fait de tout ça, et évidemment ici dans le rendez-vous tech, tout le monde, je pense que tout le monde y est très sensibilisé, mais je pense qu'on se rend pas compte à quel point le grand public n'est pas du tout sensibilisé à ces problématiques de sécurité, et du coup ça leur parle pas tant que ça en fait. En tout cas, moi je le vois au travers des jeunes, c'est vraiment ça leur passe complètement au-dessus. Ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faudrait que tout le monde, et surtout les jeunes, écoutent le rendez-vous tech. C'est exactement ça. Je suis assez d'accord. C'est ce que je voulais dire, mais c'est vrai que du coup, ça pourrait participer, le fait que ça soit affiché. Je suis d'accord que ça participe à la sensibilisation, donc c'est une bonne chose, mais je pense qu'ils ne l'ont pas fait parce que jusqu'à présent, c'était pas une demande du consommateur, donc bon. C'est l'un des cas où je pense qu'il faudrait que le gouvernement soit impliqué et que ça passe par une loi. C'est pas possible autrement. Mais pour revenir sur ce que tu disais, quand tu dis les jeunes sont pas au courant de ces questions, ça leur parle pas du tout. Tu veux dire c'est des trucs qu'ils ne rentrent pas en considération dans leur. Ils savent pas que c'est un problème. En fait. Ils se sont pas posé la question, et ça rejoint, et c'est très bien. Hein, par exemple, la localisation qui maintenant, au travers d'Apple, on commence à voir toutes les applis qui prennent notre localisation. Quand c'est un push, en fait, ça y est, les gens commencent à en prendre conscience et à se dire « Ah oui, mais tant qu'on leur a pas dit, personne se pose la question en amont. » Bon, peut-être que l'une des choses que va faire Apple, si cette idée fait son bout de chemin, ça serait de dire tous nos produits sont garantis mise à jour de sécurité 5 ans. Le problème, en fait, je crois que si tu dis ça, tout à coup, ça veut dire, dans la tête du public, ça veut dire qu'après 5 ans, on ne peut plus l'utiliser. Alors que concrètement, surtout comme des produits, pour les produits qui sont, dont les parcs se renouvellent et sont mis à jour régulièrement, il y a tellement peu d'appareils, par exemple, des appareils qui sont plus mis à jour aujourd'hui, comme des iPhones, je sais pas, 4 ou 5, il y en a tellement peu, et l'iOS qui est encore sur ces appareils est tellement peu utilisé que ça vaut pas vraiment le coup de développer des malwares pour aller les cibler. Donc, d'une certaine manière, ils sont protégés quand même, et si Apple dit on met les mises à jour pendant 5 ans, ça voudrait dire que après 5 ans, ça y est, gros danger, alors qu'en pratique, c'est pas le cas. Je sais pas si je me fais encore un petit peu l'avocat du diable en disant ça, mais je crois qu'il y a quand même du vrai là-dedans. Je suis pas du tout d'accord, parce que donc là on parle d'IoT, Internet des objets, donc ça va plutôt être des appareils que tu vas pas regarder tout le temps. Moi je parlais des téléphones spécifiquement, donc tu as raison, oui, c'est pas la même chose.
Ouais, là on est plutôt sur l'IoT et l'IoT tu vas l'oublier en fait, tu vas l'inclure chez toi, dans ton réseau, si tu es dans une maison domotisée par exemple, ou en entreprise surtout, tu vas sur des machines, des capteurs, etc. Et tu l'oublies. C'est-à-dire que ce truc-là, tu vas pas aller le mettre à jour de toi-même. Donc déjà il y a un enjeu autour de ça, savoir maintenir ce parc-là. Et après, même s'il est sur des vieux trucs et que ça tourne toujours, en fait, est-ce que fondamentalement tu dois toujours l'utiliser? Parce que si tu as des failles et que tu as une porte d'entrée par ce device-là, c'est pas juste l'appareil qui va être potentiellement faillible, mais il va peut-être t'ouvrir la porte d'entrée à l'ensemble de ton réseau entreprise, accès à des serveurs, etc. Donc c'est une porte d'entrée faillible chez toi. Donc la vraie question, c'est est-ce que, tu vois, là où la législation peut devenir intéressante, c'est est-ce que tu peux pas pénaliser des entreprises qui utiliseraient des appareils comme ça qui ne sont plus maintenus? À ce niveau-là, ça peut être pris dans ce sens-là. Un peu comme on a actuellement en France le RGPD là-dessus, qui va un petit peu sécuriser ça. Peut-être là-dessus, tu utilises des appareils en connaissance de cause qui ne sont plus sécurisés. Tu peux faire le lien avec Windows XP, Windows 7 qui s'arrête en fin de vie aussi, du point de vue logiciel, c'est pareil. Est-ce que tu dois encore l'utiliser derrière? Ça pourrait venir des assurances au final. Hein. C'est dire, les assurances disent, nous on n'assure plus si vous n'êtes pas mis à jour et que vous ne faites pas ce qu'il faut. Ou alors c'est une bonne idée. Ouais. Bah, disons que tout ça vient d'une connaissance de la situation, et si c'est déjà plus ou moins pris en compte dans le monde de l'entreprise, c'est pas forcément le cas dans le monde de la grande consommation. Donc peut-être qu'il faudrait cette donnée. Et oui, tu as raison, Christophe, de préciser que la situation est très différente quand on parle de l'Internet des objets, qui est beaucoup plus vulnérable et c'est encore plus le Far West que quand on parle des téléphones. Moi, je parlais vraiment de la situation des iPhones spécifiquement, qui sont sur des OS qui sont plus maintenus. Ce que je disais, c'est que les malwares, pour être développés et pour être intéressants financièrement, doivent toucher une base installée relativement large. Et donc, par le fait que la base installée de ces vieux téléphones est plus réduite, ils sont moins vulnérables dans la pratique. Mais c'est pas du tout la même situation que dans l'Internet des objets, où tous ces objets sont vendus souvent avec aucun mécanisme de mise à jour automatique. Donc, ça pose un problème dans ce domaine également. Quelques petites news rapides. Le Motorola Razr arrive et il y a une notice de Motorola qui a été rendue publique. C'est une petite vidéo comment s'occuper de son Razr. Vous savez, c'est le téléphone pliable qui fait une taille de téléphone normale et qui se replie sur le milieu pour devenir, c'est un téléphone à clapet. Ils disent dans la vidéo, l'écran est fait pour être plié. Il y a donc des petites bosses qui peuvent apparaître, c'est normal. Donc c'est un petit peu sur les écrans en plastique comme ça peut être un petit peu effrayant à voir quand il sortira le 6 février, je crois. Aux États-Unis, et Samsung pourrait présenter donc son Galaxy Z Flip dans sa conférence de février avec un écran qui lui serait en verre, un verre ultra fin et pliable. Donc on est peut-être déjà en train d'arriver à des écrans en verre qui ne seront pas aussi solides que nos écrans en verre plus épais sur les téléphones classiques, mais comme quoi ces technologies pliables avancent vite. Et à propos d'écrans doubles, Microsoft a commencé à distribuer les émulateurs et les kits de développement pour ces machines à double écran, la Surface Duo et la Surface Neo. La Surface Duo, vous savez, c'est le petit téléphone à double écran qu'on ne doit pas appeler un téléphone selon Microsoft, et la machine Surface Neo qui est basée sur une version de Windows 10. Toujours dans les news rapides, on a ByteDance, vous savez, c'est la société qui possède TikTok, le réseau social le plus populaire chez les jeunes de cette dernière année, on va dire, ces 18 derniers mois. Ils sont en train d'interviewer des présidents potentiels américains. Des présidents basés aux États-Unis. C'est intéressant, bien sûr, parce que dans le cadre du combat entre les États-Unis et la Chine, ils veulent se présenter comme n'étant pas influencés par la Chine, puisque ByteDance est une société chinoise, évidemment. Et enfin, l'un des cofondateurs de Vine, vous vous souvenez de ce réseau social de vidéos de 6 secondes qui avait été racheté par Twitter et puis étouffé dans son sommeil par Twitter très peu de temps après. Donc, l'un des
des cofondateurs de Vine, a lancé Byte, qui est en fait un retour de Vine. C'est un réseau social où on partage des vidéos de 6 secondes, exactement comme Vine. Est-ce qu'il a sa chance aujourd'hui ? Est-ce qu'il n'a pas raté le train avec TikTok, justement ? Eux, chez Byte, ils veulent faire ce que n'avait pas réussi à faire Twitter, c'est-à-dire payer ses créateurs. On peut avoir tendance à se moquer un petit peu de Vine, mais il faut se souvenir qu'il y a de nombreuses stars de YouTube aujourd'hui qui s'étaient fait connaître sur Vine et qui avaient fait la transition sur YouTube au moment où Vine avait perdu de la vitesse. Mais il y avait vraiment une période de, on va dire, 1 an où Vine avait un potentiel énorme pour venir concurrencer les autres réseaux sociaux et ils n'ont pas réussi à réaliser ce potentiel avec Twitter. Ça fait une petite quantité de news. Vous avez la liberté de choisir celle qui vous intéresse. Je vais peut-être te donner la parole en premier, Gaëlle. Est-ce qu'il y a des choses que tu retiens dans toutes ces petites news ? Je retiens surtout moi la partie TikTok parce que c'est ce qui m'intéresse aussi. TikTok qui essaye de s'américaniser. Ouais, exactement. Bien que beaucoup de gens pensent déjà qu'ils sont américains. Est-ce que c'est vraiment aussi populaire qu'on le pense chez les jeunes, puisque tu travailles, on l'a pas précisé, mais on l'aura compris, tu travailles beaucoup avec les jeunes et dans l'éducation. C'est vraiment la coqueluche ? Ouh là là, oui. Je n'en avais pas pris la mesure jusqu'il y a 1 mois ou 2, et là je peux te dire que effectivement ça commence à dépasser Snapchat. Enfin c'est vraiment c'est devenu leur réseau. J'avoue que j'ai du mal à le comprendre, mais en tout cas je le constate. Ça c'est un fait. Et si t'es pas sur TikTok, t'es complètement naze. Donc. D'accord. Ok, bon effectivement. Et donc oui, ils essayent de s'américaniser, c'est notable, c'est certain, étant donné la situation de la Chine. Il faut aussi préciser que la société ByteDance, pour eux, TikTok est un produit destiné à l'Occident. Ils ont l'équivalent qui est destiné à la Chine. Donc TikTok, en fait, n'a pas, même si la société est chinoise, TikTok n'est pas destiné au public chinois. Donc c'est important de le savoir également. Ils ne sont pas gouvernés par les mêmes règles, on va dire. Au niveau de ByteDance, ils n'ont pas les mêmes demandes pour TikTok et pour leur autre. Je me souviens plus du nom de l'appli, mais c'est un équivalent. Ça permet de séparer effectivement la censure de pas la censure. Exactement, mais c'est tout à fait ça, ouais. Ouais, Christophe, il y a quelques trucs qui te parlent. Comme ça, je me dirais que tu attends les émulateurs et les kits de développement des Duo et Neo, mais peut-être que je me trompe. Alors, je les attends pas, ils sont disponibles, on peut déjà les récupérer. Tu t'es jeté dessus et tu veux voir ce que ça donne, mais... Oui, carrément, j'ai regardé tout ça. Alors, c'est intéressant parce que du coup, t'as regroupé à la fois la partie hardware, c'est-à-dire que les évolutions sur les smartphones pliables, et la partie logicielle, puisque les émulateurs vont du coup nous donner un petit peu la vision de Microsoft quant à l'ergonomie de ces téléphones ou tablettes à double écran, parce que pour l'instant, c'est un petit peu au bon vouloir des constructeurs. Google s'y est mis du point de vue Android pour définir des guidelines, mais jusqu'à présent, c'était un petit peu la foire, on va dire, en termes d'ergonomie. Et là, Microsoft définit dans ses émulateurs vraiment le fonctionnement de l'OS. Donc c'est un bon moyen pour rentrer dedans, pour voir un petit peu quels vont être les codes d'ergonomie qu'ils vont implémenter derrière. Donc on voit qu'il y a et aussi des trucs qui sont apparus. C'est-à-dire que tu vas avoir des infos comme quoi il y a un lecteur d'empreintes qui va arriver sur le Surface Duo, des choses qu'on n'avait pas vues jusqu'à présent, le fait que tu vas pouvoir épingler des applications à droite à gauche, les différents gestes de navigation, 2 droits, 3 droits, les boutons, etc. Donc c'est un langage d'interface utilisateur qui est nouveau et différent. Le fait d'avoir vraiment 2 écrans dans cette machine, sur une machine plus ou moins... Enfin, c'est pas que c'est une machine comme un Windows auquel tu peux ajouter un écran et la productivité augmente parce que tu as 2 écrans. Bien sûr, il a fallu réfléchir pour que ça soit bien conçu, mais en gros, l'interface ne change pas tellement si on a un écran ou 2. Sur un appareil de ce type qui est plus petit, il faut effectivement réfléchir à l'interface parce qu'on a toujours 2 écrans, donc ça marche différemment. Tout à fait, c'est exactement ça. Et en plus, du coup, quel cas d'usage tu vas souhaiter couvrir? Parce que là, moi en tout cas, je suis curieux de qu'est-ce que ça va apporter en termes d'expérience utilisateur. À quoi ça va nous servir d'avoir ce 2e écran en plus? Jusqu'à présent, tu avais des appareils qui se
plier. Alors, le Razer, c'est un bon exemple, il se plie pour être plus petit, ou le Galaxy Fold qui se déplie pour être plus grand, avoir une surface d'écran plus large. Là, on va au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on se dit, on va proposer une ergonomie pour faire plus de choses, en fait, et pas juste plus ou moins de contenu affiché. On va avoir des ergonomies pour travailler, afficher deux choses en même temps, faire un truc d'un côté, avoir une visu d'un autre élément à côté, travailler par volet, des choses comme ça. Donc, c'est surtout ça qui m'intéresse là-dessus. Voilà. T'y crois, toi, du coup, ou c'est quelque chose que tu trouves gadget, ou est-ce que ça apporte vraiment quelque chose, puisque tu le connais peut-être un peu mieux que nous? Je trouve que le travail de Microsoft est assez mature d'un point de vue ergonomique, c'est-à-dire qu'ils arrivent avec une vraie proposition d'ergonomie pour aller chercher notamment la partie productivité. Après, dans le quotidien, moi, ça me parle pas. C'est-à-dire que c'est pas des choses dont je vais avoir besoin pour un usage sur mon smartphone perso. Après, tu as des usages pro peut-être qui peuvent, des gens en mobilité notamment, qui sont à cheval entre j'ai un téléphone et un petit appareil pour faire de la production, pour rédiger des trucs ou consulter un petit peu de médias un peu plus lourds ou grands, qui peut être peut-être la cible. Mais en tout cas, je le suis pas. Ça me parle pas. D'accord. Bon, très bien. Eh ben, écoutez, merci pour ces longues explications et ces débats passionnants. Je pense qu'on a eu un bel épisode bien rempli et on va donc s'arrêter là. J'aurais pu parler du fait que les États-Unis sont en train de tester un vote par téléphone et est-ce que c'est souhaitable ou pas ? Bon, c'est un vote relativement petit, donc c'est vraiment un petit test. Et le fait que la France a mis en pause sa taxe numérique parce qu'il y a jusqu'à la fin de l'année, parce qu'ils sont en train de négocier un accord avec les États-Unis, avec l'OCDE, et il y a un accord avec l'OCDE qui devrait être établi. Donc, on a un petit peu pressé le bouton pause. Je pense que ça reste une décision qui va être mise en place à terme, mais à voir comment ça va se développer. C'est pas une annulation de la taxe, et je pense que ça serait pas souhaitable de l'annuler complètement, mais à voir si on peut trouver un accord avec tout le monde. C'est peut-être juste une attente de passer les élections américaines. C'est pas totalement impossible aussi. Oui. Un autre président avec qui discuter, c'est aussi possible. Oui, moi je crois que ceux qui pensent que Trump ne va pas gagner l'élection vont être assez déçus. Je crois qu'on est dans une situation particulière et bon, de la même manière qu'il y avait certaines personnes qui pensaient que les choses allaient se passer différemment à propos du Brexit et qui ont été très surprises. Si vous voulez en savoir plus et que vous parlez anglais, allez écouter mon émission en anglais The Phileas Club, où on a fait une série qui s'appelle The Brexit Diaries, The Brexit Saga, où je parle depuis plusieurs mois, chaque mois, avec des ressortissants anglais, anglais, irlandais, écossais, etc., qui me parlent de tout ça et de leur. Et il n'y a pas que des anti-Brexit. Et c'est... Bref, j'ai fait une petite tangente, mais quand on va voir vraiment parler aux gens et penser ce qu'ils en pensent, je crois qu'on a une vision très différente de l'image qu'on a, on va dire, quand on en entend parler par les réseaux sociaux ou les médias, pas que les médias traditionnels, mais YouTube ou Dieu sait quoi, ou Twitter. Et je crois que la situation avec Trump est peut-être différente de ce qu'on imagine. Mais toi, Gaël, tu disais peut-être qu'on attend que Trump soit sorti avec les élections de cette année. C'est ce que tu pensais, c'est ça ? Je me dis qu'il y a toujours de l'espoir. Bon, bah écoute, on verra dans quelques mois si le peuple américain a répondu à tes espérances et aux espérances de certains d'entre eux également. Donc, c'est la fin de l'épisode. Merci à tous les deux. Est-ce que vous pouvez nous dire où on peut vous retrouver sur Internet ? Commençons avec Gaël. Où on peut te retrouver ? Alors, on peut me retrouver sur Twitter @gmgirardo ou sur coud_fr, coud COOD, parce que c'est cool et good, et on s'occupe de l'éducation au numérique de nos jeunes. Très bien, le lien sera dans les notes de l'émission, comme le lien, le lien vers le compte Twitter, comme le lien vers le compte Twitter de Christophe, qui peut nous dire également où on peut le retrouver. Oui, sur Twitter également, @ChrisKamikas, voilà, CAMICAS. Et puis sinon, allez faire un petit tour du côté de studiorenegade.fr. Il y a plein d'émissions où on parle de tech aussi. Et tiens, d'ailleurs, on va faire un sujet bientôt sur la mobilité électrique. Tu vois, puisque on va faire un point avec Cédric là-dessus. Et puis sinon, l'émission Retro Gaming Bros sur le rétro gaming.
Magnifique. Et le point de départ de tout ça, c'est comme toujours Twitter qui, malgré sa petite taille, est quand même bien costaud quand il s'agit de parler au public. Donc les liens seront dans les notes de l'émission, comme le mien également, Note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez également retrouver cette émission sur frenchspin.fr si vous voulez venir commenter et dire ce qu'on a dit d'intelligent ou pas également. Et vous pouvez évidemment soutenir l'émission sur Patreon, patreon.com/rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission. Vous pouvez le retrouver facilement et ça prend environ 2 minutes, montre en main, pour vous abonner et pour bénéficier de tous les bonus super sympathiques que vous pouvez avoir avec cet abonnement. Je vous remercie tous de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous! Cet épisode est sponsorisé par NortonLifeLock. Bon, vous connaissez la tech, vous savez qu'il y a certaines bonnes pratiques à avoir pour rester sécurisé sur le net. On vous le dit tout le temps, utilisez un VPN, créez des mots de passe complexes, mettez votre antivirus à jour. Et on veut tous bien faire, mais la réalité c'est que ça part dans tous les sens et on n'a pas forcément le temps de tout gérer. Eh bien, Norton 360, c'est peut-être la solution que vous cherchiez. C'est une offre tout en un qui vous aide à sécuriser votre activité en ligne. Le service inclut les outils dont vous avez besoin, VPN sécurisé, gestionnaire de mots de passe, protection contre les virus, le phishing et d'autres menaces en ligne, et plus. Et il marche sur vos appareils Windows, Mac, iOS et Android. Pour vous faire une idée, rendez-vous sur fr.norton.com. L'offre est à partir de 29,99 € pour la première année. Offre soumise à condition, fr.norton.com. Pour avoir un site internet bien conçu, bien référencé et bien sécurisé, il y a ceux qui galèrent bien, mais alors vraiment bien. Et puis il y a les autres, ceux qui veulent créer eux-mêmes leur site facilement avec un outil intuitif, et ceux qui préfèrent ne rien faire. Pour eux, One & One Yonos s'occupe de tout. En plus, avec One & One Yonos, on peut toujours faire appel à son conseiller personnel, comme s'il était dans le bureau d'à côté. À choisir, vous préférez quoi? Un tuto ou un conseiller que vous finirez par tutoyer? À bientôt sur ionos.fr/podcast. Bonne écoute.